Comme je te dis au départ, Joanne, j'étais pas le petit gars qui rêvait d'être policier depuis la tendre enfance. Loin de là, c'était plus un plan B. Dans ce sens que, fils de policier de la SQ, ben, le paternel, évidemment, rêvait de voir ses fils, mon frère et moi, marcher dans ses pas. Qu'est-ce que ça veut dire, la SQ? C'est la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec est le corps de police national du Québec. Voilà, j'ai rejoint les rangs de la Sûreté du Québec en janvier 1970 et je suis resté au sein de l'organisation jusqu'au printemps de 2001. Ben, c'était un plan B parce qu'au départ, moi, je pensais devenir un prof d'anglais. Parce qu'au départ, je suis anglophone. J'ai grandi dans une famille bilingue. Alors, pour moi, c'était le plan. J'allais faire mon collégial et puis aller me chercher un bac en enseignement puis become an English teacher, comme ils disent. Mais je me suis ramassé à la SQ et puis ce n'est qu'après 3 ou 4 ans, alors que j'étais patrouilleur dans Bellechasse, le diplôme d'études collégiales en technique policière avait été créé et le Cégep Garneau l'offrait en format éducation aux adultes. Je me suis mis à regarder ça, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à apprendre là. Alors, c'est ça. Je suis allé chercher mon DEC en technique policière, puis ça m'a redonné le goût de remettre le nez dans les livres. Alors, dans la dizaine d'années qui a suivi, à peu près toutes les années, j'ai suivi des cours de perfectionnement, que ce soit au niveau des stupéfiants, au niveau de la gestion de personnel, au niveau bien des cours comme ça. Et puis évidemment, ben, ça m'a ouvert des portes. Puis je te cacherai pas que le fait d'être bilingue fonctionnel aussi, ça n'a pas nuit. C'est évident parce que au départ, si on parle il y a 50 quelques années, des policiers, comment je te dirais, bilingues, capables d'opérer aussi bien en anglais qu'en français, c'était plutôt rare. Alors, ça m'a ouvert quelques portes. Est-ce que tu avais des ambitions pour ta carrière d'obtenir des postes supérieurs? Pour moi, j'ai réalisé très tôt que la police que je voulais faire, là, c'était d'arrêter des bandits. Alors, de là, l'intérêt pour les cours de perfectionnement, le DEC en technique policière, c'était surtout ça, ma motivation, d'aller vivre de nouvelles expériences, de me mettre au défi, oui. De me sortir de ma zone de confort. Mais à ce moment-là, tu étais célibataire? Jusqu'en 77, oui, j'étais célibataire. Alors, j'avais tout commencé ces démarches-là. Évidemment, en 77, je suis tombé sur la plus belle paire de beaux grands yeux bleus au monde. Et puis, presque 50 ans plus tard, je suis encore en amour cul par-dessus tête avec. Ça, c'était pas un plan B, je vais dire, c'était le plan, point. Mais Lise, non, c'est ça, on s'est mariés en 77, mais ça n'a jamais été vraiment un handicap à mon plan de carrière, parce que pour moi, c'était important d'avoir l'appui de Lise. Lise est une personne au départ qui est très autonome. Je pense bien qu'elle voyait que, d'une certaine façon, je m'épanouissais. Que tu parles du projet de partir dans le Grand Nord québécois. Ben ça, partir dans le Grand Nord québécois, il y a une histoire derrière ça, c'est que au moment où ça germait, c'était mes patrons. J'étais à ce moment-là enquêteur, agent enquêteur au Bureau des enquêtes criminelles à Québec. Et puis mes deux patrons, qui eux autres avaient connu le Grand Nord une quinzaine d'années auparavant, à un moment donné, ils m'ont rentré dans le bureau, puis qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je fais mes enquêtes, je m'occupe de... Ouais, mais non, toi, là, il faut que tu vives l'expérience du Nord. Il me semble que t'es le gars taillé pour ça. Oh, palais. Fait que je me suis mis à
Hey, regardez ça. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? En quoi consistait le rôle de la sûreté là-bas? Parce que ça n'était pas un rôle comme au sud, là. Et dans le Grand Nord, qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Des Amérindiens? Il y avait à Poste-la-Baleine, où j'avais mon poste de base, j'avais les deux grandes communautés. C'était les Cris, qui sont des Indiens, et les Inuits. Alors, c'était le seul endroit dans le Grand Nord où tu as les deux peuples. Puis ceux-ci sont aussi différents l'un de l'autre qu'ils peuvent l'être de nous. Puis ils demeurent dans le même environnement? Oui. Poste-la-Baleine ou Kuujjuarapik ou Wapmagoostou, dépendant qui tu es, c'était une ancienne base de radar des Forces armées canadiennes, en même temps que la base de radar de Saint-Sylvestre, mais c'était un radar plus avancé. Est-ce qu'il avait été déporté là? C'est ça, c'est que dans les années qui ont suivi la Deuxième Grande Guerre, le Canada, pour établir son comment je dirais, se mettre les pieds à terre, sa souveraineté sur le Grand Nord, ils ont amené beaucoup de populations inuites qui étaient, eux autres, des clans familiaux errants, suivaient le gibier avec les saisons. Puis ils les ont emmenés dans des villages, un peu partout sur la côte de l'Hudson et du Détroit, et même plus haut. Alors, à ce moment-là, au départ, c'était la GRC qui faisait le travail de police, si on veut, là-bas. En même temps, il agissait comme agent de la faune, et puis en tout cas. Puis finalement, à un moment donné, au Québec, la GRC s'est retirée de là. Et puis, c'est la Sûreté du Québec qui a repris. Le mandat de la SQ dans le Nord, à ce moment-là, était de voir à agir comme corps de police, mais en même temps s'occuper de l'embauche, de la formation et du développement de constables natifs, autochtones. Ah, qui devaient être autant CRI que... Oui, les constables, c'est ça. Pour, ultimement, que des corps de police autochtones soient formés sous, comme pour les Inuits, sous la tutelle du KRG, c'est Kativik Regional Government. Ça, c'est un peu une espèce de gouvernement, je dirais, l'équivalent un peu d'un gouvernement provincial, mais pour le Nord. Eux autres, c'est eux autres qui ont pris la relève, si on veut, avec le corps de police, mais ça a été plus tard, là, au tournant des années 2000. Au moment où j'étais là, moi, au milieu des années 80, notre mandat, c'était ça. J'avais à ce moment-là un poste à la Baleine, qui était le poste de base, si on veut, qui couvrait 3 unités. L'unité des policiers blancs, l'unité du policier CRI et du constable Inuit. Là, il y avait d'autres postes, évidemment. J'avais, écoute, Inukjuak, Imouyak, Inukjuak, Pauvunituk, Akulivik, Ivuyivik, Salouit. Ça, c'était toute la côte de la baie du Tson jusqu'à l'extrême nord et une partie du détroit du Tson. C'était un territoire à peu près l'équivalent de Montréal, cette île. Mais d'un village à l'autre, la route arrête à 125 000 en bas, à la Grande. Alors, tu voulais sortir du village, c'était forcément l'avion. Oui. Alors, on s'est tapé de l'avion, pas à peu près. Et dans toute cette expérience, Georges, il y avait Lise et les enfants. Oui. Et là, j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Il va sans dire que, avant de postuler, parce que ça se faisait sur une base volontaire, sur des contrats de 2 ans. Alors, avant de postuler, c'est évident que je me suis assis avec Lise, puis je lui ai expliqué ce qui en retournait, de A à Z. J'ai pas tenté de dorer la pilule ou quoi que ce soit. Je lui ai présenté tel que c'était, parce que là, écoute, là, on partait pour la Lune pour 2 ans avec 2 enfants en bas d'âge préscolaire, tu sais. Mais je lui avais dit, écoute, prends le temps que tu veux, réfléchis, mais je ne ferai rien sans ton accord total. Et puis finalement, Lise avait un petit peu l'esprit aventurier, je pense bien, elle a dit, go, on y va.
Alors, on est monté là en avril 1985. Stacy, à ce moment-là, avait 4 ans. Michael avait 2 ans. Là, on vivait à travers des Blancs, mais on côtoyait quotidiennement des Inuits et des Cris. Est-ce qu'il y avait beaucoup de racisme envers les diverses nationalités? Il y en avait un petit peu, mais c'était l'apanage de certains individus. Je pense que l'esprit est roi, si je pourrais être poli. Oui. Autant chez les natifs que les Allochtones. Tu sais, ça, mais écoute, il y en a partout. C'est sûr que quand tu as à appliquer la loi, à faire des arrestations, des mises en accusation, surtout là-bas, c'est qu'il y avait beaucoup de crimes violents. Parce que, au départ, tu sais le vieux proverbe, Joanne, qui dit « l'oisiveté est la mère de tous les vices », des jobs, il n'en pleuvait pas là-bas. Par contre, de la d'eau, de la boisson, bon. Alors, évident que l'effet secondaire de tout ça, c'était qu'il y avait de la violence. Tu devais traiter ça. Certains, des fois, essayaient de dire, bon, voilà, c'est parce que c'est un tel, c'est parce que c'est un tel. Puis moi, je leur disais toujours, la loi n'a pas de couleur. Mais vu que tu étais en position d'autorité, George, est-ce que tu as eu des instants de stress ou d'inquiétude pour toi et ta famille? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que, te donner une idée, là, j'étais le chef de police avec le plus grand territoire dans la province. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Alors, pour les gens de là-bas, moi, là, écoute, là, big business, là, hein? OK, moi, là, le corporal, là, eux autres, là, c'était gros, ça. C'était gros. Par contre, ce que je déplorais jusqu'à un certain point, à ce moment-là, c'était que c'était extrêmement politisé. Écoute, tout ce qui touche les Premières Nations, tout ce qui touche le Grand Nord, c'est extrêmement politisé. On ne se le cachera pas. Alors, toi, là-dedans, bien souvent, il y avait de la pression politique, mais moi, je ne laissais pas ces choses-là m'influer sur mes décisions, mes gestes. Que tu sois policier ou fonctionnaire à la SIC ou n'importe quoi. Alors, il y a beaucoup de gens dans les instances gouvernementales qui, pour des raisons que je n'ai jamais vraiment cherché à connaître, pouvaient essayer d'influer, si tu veux, là, tu sais, de faire une certaine influence sur le déroulement des choses. Je n'étais pas le gars à se laisser influencer par la politique ou par un intérêt particulier. Moi, pour moi, ce qui était important, c'était de donner le service aux gens. Parce que quand je suis arrivé là-bas, la première chose que j'ai fait le tour des conseils municipaux et du band office des CRI là-bas, me présenter au départ, puis leur dire, écoutez, je connaissais la police, là. J'avais 15 ans de fait, j'avais été enquêteur de poste, enquêteur au bureau des enquêtes criminelles. Tu sais, là, écoute, je commençais à connaître la saveur de la sauce un peu. Alors, je suis arrivé là, je connais ça, la police. Je sais, j'ai des outils pour me rendre service. Mais maintenant, je leur disais, dites-moi ce que vous autres, vous attendez de moi. Ce que vous attendez de mon organisation. Comment voulez-vous que ça se passe idéalement pour que les choses aillent bien? Pour moi, ça, c'était très important parce que là, tu ne pouvais pas avoir de police plus de proximité que ça, là. On vivait avec eux, tu sais. Oui. Alors, pour eux autres, là, c'était important que tu respectes les traditions. Puis un de mes plaisirs, moi, j'allais sur la côte, là.
Puis je voyais un vieux en train de sculpter, faire un carving là, sur sa galerie de maison. Là. Mon fun, moi, dans le temps, je fumais. Puis là-bas, ça fume, comme des cheminées. J'allais m'asseoir avec le vieux, puis j'y payais une cigarette. Et puis là, on jasait par signe, parce que bien souvent, lui, il parlait pas l'anglais, puis, ou très peu, puis moi, ben, l'inuktitouk, là. Hein, bon. Alors, mais on réussissait, tu sais, mais c'était important que lui voie que j'étais pas juste là, un gars qui arrive en avion, puis qui vient arrêter des gars, puis les mettre en prison, puis non, non. Je me promenais à pied dans le village, je m'assoyais avec eux autres, je jasais. Je comprends que c'est le beau côté de la vie que tu nous décris. Est-ce que tu as vécu des instants un petit peu plus stressants face à ton rôle? Ah, ben oui, c'est sûr, parce que lorsqu'il y avait de la criminalité ou des armes à feu étaient liées, il n'y en avait pas de SWAT. Non. Le SWAT, là, c'était toi, ton 12, puis ton skidoo. Ah. Lise n'était pas inquiète parce que j'adore cette femme-là parce que elle comprenait ce qui me motivait. Par contre, elle savait que j'étais assez fin pour pas me tirer la tête la première dans le piège. Tu sais, une couple de fois où, oui, ça a brassé, mais je prenais les moyens pour. Comment tu faisais face à un stress que tu savais à l'avance que tu vivrais quelque chose de difficile là, à contrôler? Comment tu vivais? C'était rough. C'était rough. Tu sais, c'était surtout le stress lié au mandat en général, parce que quand je suis arrivé là, je dois te dire que au lieu de me faire monter à l'été 85, ils m'ont fait monter presque 6 mois plus tôt, parce que le poste était sous tutelle. Un poste en tutelle, c'est que il n'y a plus rien qui marche sur le poste là. Alors, moi, le gros de mon mandat, ça a été de reconstruire autant physiquement que dans les opérations, puis tout. Écoute, je travaillais 100 heures par semaine. Ça t'a pas fait peur, ce défi-là? Non, parce qu'au départ, quand je suis monté, on avait oublié un léger détail, me le dire. Alors, je suis arrivé là, puis quand j'ai vu l'étendue des dégâts, bon, par où qu'on commence? Ce qui m'a aidé énormément, c'est qu'ils ont envoyé une équipe de vérification des auditeurs. Là. Fait que là, tout de suite, eux autres, c'est des officiers qui arrivaient de Partenay. Dites-moi ce qui marche pas. Puis après ça, ben, je vais pouvoir me faire un plan de match par ordre d'importance. Alors, ça a été une bonne chose. Puis je pense que c'est ma grande fierté parce que au départ, je suis arrivé à un poste qui est en tutelle, qui n'a rien qui marchait. Puis 2 ans après, la SQ avait créé un voyage d'acclimatation pour ceux qui allaient nous arriver après nous. Un voyage d'acclimatation au Grand Nord, leur montrer comment que ça marche, puis tout. Et puis la Sûreté, ils ont décidé d'envoyer, faire ça, cette séance d'acclimatation-là de quelques jours, dans le poste phare des postes isolés. Ça, c'était mon poste. De ça, je suis très fier. Écoute, je n'étais pas tout seul, j'avais des bons gars avec moi, là. Combien vous étiez? Au départ, j'avais 2 policiers blancs, mes 2 adjoints, et puis la deuxième année, là, j'en ai eu un 3e. Parce que là, j'ai pu leur démontrer l'énormité de la tâche, alors je n'avais pas trop de 3 agents avec moi. En plus, à la baleine de mon constable CRI, John George, qui est devenu un ami, et puis il y avait le constable Inuit, Joe Cookie. Mais là, j'avais des constables Inuit un peu sur toute la côte, mais j'avais réussi à établir un lien de confiance entre ces gars-là et moi. Comme vois-tu, Charlie Hickey, qui est à Salouit, ça, c'est sur le détroit du Son. Charlie, on se parle encore, j'ai souhaité bonne fête hier. On se parle encore sur FaceTime. On est resté, il s'est créé des liens. Puis moi, c'était important, ça. C'était pas juste, c'est le côté humain des gens, tu sais. Alors, c'est un peu ça aussi qui m'a aidé. Premièrement, ces gens-là avaient beaucoup de respect. Oui, puis Lise, c'était la femme du Chief of Police, là. On rit plus, OK?
Lise a le don de se faire aimer des gens. Je connais pas personne sur la terre qui aime pas ma blonde. C'est Ouais. pas compliqué, là. Bon. Et puis, ça allait très bien. Lise a fait des grandes choses là-bas. Lise a créé la bibliothèque municipale. Lise, à un moment donné, s'est impliquée beaucoup. Il y avait une chapelle catholique là-bas. C'était la paroisse Saint-André de Kuujjuarapik. Et puis, les cris, eux autres, c'était plus anglican. Il y avait déjà un pasteur anglican là-bas. Mais là, il n'y avait pas de prêtre catholique romain là-bas. Fait qu'à un moment donné, Monseigneur Joseph Barry, qui était l'évêque du diocèse du Labrador et du Nord québécois, qui se faisait appeler Joe. Joe est arrivé chez nous. Lise, ça me prend un ministre du culte pour s'occuper de la chapelle en attendant qu'on ait une religieuse, puis bon, ça fait que, attends-tu, fait que Lise s'est ramassée. Là, la joke, évidemment, chez nos amis les Blancs, dans quelle sorte de monde est-ce qu'on vit? Le chef de police qui couche avec le curé. Tu sais, mais non, Lise, là-bas, s'est impliquée, tu sais, alors, ça a fait que le temps a passé très vite, vois-tu, puis c'était ici, notre grande fille, à ce moment-là, elle, de l'année scolaire 86-87, était d'âge à être en maternelle. Alors, elle est allée à l'école maternelle de Kuujjuarapik. L'enseignante était une Inuit qui parlait Inuktitut et anglais. Tu avais des petits Inuits et des petits Blancs. Mais chez les petits Blancs, la seule qui parle anglais, c'était Stacy, parce que, pour le bénéfice de nos auditeurs, mes enfants, je leur ai toujours parlé anglais, pour qu'ils apprennent les deux langues comme moi j'ai appris. Alors, Stacy s'est ramassée à faire le lien entre l'enseignante et les petits Blancs, puis les petits Blancs, puis les petits amis Inuits. Alors ça, c'était drôle, ça n'a pas de bon sens. C'est elle qui faisait la traduction. Ben oui. Tu sais, parce que elle, l'anglais, ben, ça allait très bien. À la fin de l'année, Stacy s'est ramassée avec la médaille de Most Improved Student, l'étudiante qui s'était le plus démarquée. Et puis, Michael, ben, c'était le petit bonhomme, le beau petit bonhomme blond, mais c'était une toupie, une tornade. Fait qu'on allait quelque part, on rentrait au magasin de la baie du Son. Les madames, eux autres, là, ce beau petit bonhomme-là, là, Hello, Michael, puis bon, puis de bing, bang, bang, puis écoute, là, lui, c'était le show. Et puis, là, tu parlais, pour dire comment on est sur un autre monde, notre épicerie, on la faisait dans le sud. Ça nous était livré par avion. Pendant un bout de temps, c'était à Val-d'Or. Ensuite, ça a été à Dorval. Mais tu veux dire que vous faisiez votre épicerie à l'époque par téléphone? Au téléphone. Et puis, ça montait par 737. Même mieux que ça, c'est que le directeur de la base de Nordair à Poste-la-Baleine, qui était à ce moment-là Bernard Binette, Ben, c'est notre grand chum, Ben, des fois, appelait, et puis il appelait chez nous, puis il appelait Nicole, son épouse, et puis les filles commandaient du McDo ou du Kentucky, puis on se faisait livrer ça en avion. Trouve-moi un endroit au monde où tu te fais livrer des Big Mac en 737. Tu sais, ça avait des côtés que tu retrouveras jamais ici au sud, évidemment. Les paysages. Joanne, on était sur le bord de la baie du Son, on avait 400 km d'eau devant nous. Puis nous autres, la maison faisait face à l'ouest, alors à tous les soirs, on avait un coucher de soleil sur la mer. Beau, tu dis, regarde, on avait 5 km de plage devant le village. Évidemment, c'est l'eau de la baie du Son. Oublie ça, Old Orchard, l'eau est bouillante à côté de ça. Hein? Écoute un peu, là, t'as un couvert de glace qui se promène 12 mois par année, ça a baie. Mais le paysage était de toute beauté. Les journées, l'été, ben, on était haut. Alors, à 3 heures du matin, le soleil était levé, puis le soir, si tu voulais voir la face à Bernard de Rome à 10 heures, il fallait que tu baisses la toile, parce que sans ça, il faisait soleil trop dans le salon. Tu sais, c'était comme ça. Pour les enfants, c'était merveilleux, parce que c'était un grand terrain de jeu.
C'était un grand terrain de jeu. Tu sais. Les animaux, George. Les animaux. Les ours. Non. Les animaux sauvages. Non. Les Non, loups. non, non. Non? Non, on n'a pas. Un peu plus haut sur la côte, il y a eu certains épisodes, mais non, nous autres, c'était surtout les oies. Quand ça montait au printemps, puis ça redescendait à l'automne, écoute, tout arrêtait. Là. Le goose break, là, eux autres, il fallait qu'ils se tirent de l'oie puis qu'ils en mangent. À part de ça, il y avait la montée des caribous là, le long de la côte. Là. Étiez-vous témoin de ça? Oui, j'ai été témoin de ça. Quand tu dis, là, Joanne, là, à un moment donné, on était au bord de la baie. Là, ça montait là, à peu près 5 de large, le nez dans les fesses de l'autre en avant, à perte de vue au nord puis à perte de vue au sud. Du caribou, là, on en a vu pas à peu près. Mais à part ça, non, il n'y avait pas vraiment de danger comme tel. L'animal sauvage. Non, il n'y avait pas... Est-ce que vous voyez souvent des aurores boréales? Ah ben ça, ma chère, écoute, dépendant de la période de l'année, là, c'était de toute beauté, là. C'était de toute beauté. Mais si on veut situer aussi les auditeurs, il n'y a absolument aucune sorte d'arbre qui pousse ou on est dans... Nous autres, on était... non, c'est ça. Nous autres, on était au nord du tree line. Ça veut dire que là, ce n'était plus la taïga, c'était tout simplement juste le lichen sur le roc. Là, il n'y a plus rien qui peut... Il n'y a rien qui peut... Il y a du lichen. Il y a du lichen et puis... ça, ben, les caribous se nourrissent de ça. Avez-vous eu beaucoup de peine de quitter l'endroit aussi magique? Ça fait un pincement parce que c'est parce que là, les amis que tu te fais là, tu vis en grappe. Alors, il s'est créé des amitiés là qui ont duré. Je te citais Bernard Binette et Nicole, son épouse. Bernard était chef d'escale de Nordair à Poste-la-Baleine. C'était le boss, si tu veux, à l'aéroport pour Nordair. Tout ce qui touchait là, le transport aérien, parce que Poste-la-Baleine, c'était le terminus pour les gros jets. Ça. À partir de la Baleine, en montant, là, c'était les Twin Otter, les avions de brousse. Parce qu'il n'y avait pas de piste d'atterrissage capable d'accepter un 737. Mais je ne sais pas si tu sais, voir un gros jet de même atterrir puis décoller sa gravelle, c'était quelque chose. C'était quelque chose. L'été, là, quand il poussait les moteurs là, à fond avant de lâcher les freins, là, tout le monde, tu courais aux fenêtres puis tu te dépêchais à les fermer. Parce que là, tu perdais le village de poussière. C'était quelque chose, tu sais. Écoute, puis tu avais la piste d'atterrissage, là. Mon Dieu, la piste d'atterrissage était quoi? Elle était à peu près à 300 mètres de la maison, sur le bord de l'eau. Tu sais, regarde. Je sais quoi ton plus beau souvenir ainsi que la famille, là, d'un séjour aussi extraordinaire? Je te dirais, il y en a tellement. Tellement parce que on travaillait fort, mais on avait une vie sociale très différente d'ici en bas. Ici en bas, il y a tout le temps quelque chose de t'occuper à gauche, à droite. Là-bas, là, tu travailles comme un diable, tu travailles comme un forcené. Puis quand tu as fini de travailler, tout ce que tu as à faire, c'est de t'amuser. Donc, c'était quoi les amusements? Ben, écoute, là, on se tenait entre nous autres, on se recevait, les filles cuisinaient, on se recevait les fins de semaine. Écoute, si tu avais vu les tablés qu'il y avait, une fin de semaine, ça pouvait être bon, chez un tel, une fin de semaine chez un autre. On avait du plaisir, on se le faisait, notre plaisir. Tu comprends? Là, il n'y avait pas... Comment est-ce que je te dis? Ben là, il n'y avait pas de cinéma, de grands restaurants, etc. Non. Aucune activité qu'on pouvait faire. Non. Il y avait le club social qui était un bar. De temps en temps, on allait faire un petit tour, mais c'était plus, on se recevait entre nous autres. Ouais. C'était les liens qui se créaient. Tu sais, c'était ce que, je pense que mon plus beau souvenir du Nord, c'est plus, c'est pas un événement précis, c'est plutôt la ligne directrice entre les événements.
c'était l'humain. C'était la personne. C'est malgré qu'on faisait des jobs différents, il y avait des gars d'Hydro-Québec, des gars de la SIC, des gars de la SQ, des gars de la... Quand on était ensemble, là, c'était l'âme des gens qui nous rapprochait. Tu comprends? Ce n'était pas le concours de circonstances ou un fait sociétal ou de... Non, du tout. C'était l'âme des gens. Lorsque vous êtes revenu, tu as continué dans la SQ pendant combien d'années? Je suis revenu à la fin de l'été 87. À ce moment-là, pendant quelques mois, j'ai remplacé un chef d'équipe au poste de Québec Métro. Je dirigeais une équipe de patrouilleurs. Ensuite, c'est à l'été 88, je suis allé comme chef d'équipe à l'escouade du crime organisé. Là, je dirigeais une dizaine d'enquêteurs. Bon. De là, ça, j'ai fait ça pendant un peu plus de 4 ans. Et puis, après ça, je me suis en allé faire de la filature. Ça, jusqu'à ma retraite, en 2001. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie? Faudrait que je te nomme 5 prénoms. Lise, Stacy, Michael, James, Mila, Chadash.